présentation du bulletin unique de la présidentielle d'avril 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. L'association Glamour Club mène des actions humanitaires au profit des couches vulnérables. Elle a fêté ses 5 ans d'existence au Bénin. Nous en parlerons dans ce journal. Présentation du bulletin unique de la présidentielle d'avril 2021. La Sénat a rendu public le spécimen ce lundi 22 mars 2021 en présence des candidats ou leurs représentants. Les États-Unis et l'Europe imposent de nouvelles sanctions contre les responsables impliqués dans le coup d'État en Birmanie. C'est une réponse aux violences exercées contre les manifestants ces derniers mois. Voilà pour le sommet de cette édition. Le développement, c'est maintenant. Merci pour votre fidélité et bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, l'association Glamour Club a fêté ses 5 ans d'existence au Bénin. Elle mène des actions humanitaires au profit des couches vulnérables. Elle a offert des dons et célébré une messe d'action de grâce pour rendre gloire à Dieu. C'est un reportage de Horacia Djodji. 5 années déjà qu'elle apporte de l'amour, de la joie au cœur des couches les plus démunies de la société et mène des actions d'entraide entre membres. Pour cette 6e édition d'Action humanitaire qui coïncide avec les 5 ans d'existence, l'association Glamour Club a voulu rester fidèle à ses objectifs. Elle était le 14 mars dernier aux côtés des enfants de l'orphelinat Espoir d'enfants bénin à Ouida. Avec des vivres, des vêtements, des sachets d'omo, des pagnes, des bidons d'huile et une enveloppe financière, les membres de cette association ont passé des moments de gaieté en compagnie de ces enfants. Et nous les avons visités et nous avons vu que vraiment, ils sont dans un besoin immense. Donc, nous avons décidé aujourd'hui de leur apporter un peu de vivres et une enveloppe financière. Responsables et pensionnaires de l'orphelinat ont exprimé leur gratitude pour ce geste de générosité à leur endroit. La plus grande joie qui nous anime ce jour est le fait que notre orphelinat a été ciblé. C'est le moment de remercier tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin pour que cette fête ait lieu. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté œuvrer, d'avoir accepté partager cette joie-là avec les enfants de l'orphelinat Espoir d'enfants. Comme le dit souvent le fondateur, la gratitude est un don. Et selon Raoul Foulereau, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Vous l'avez certainement compris, c'est la raison de votre présence ici. Merci du fond du cœur, que l'Éternel des armées vous bénisse. Cette célébration s'est poursuivie le dimanche 21 mars par une messe d'action de grâce dite à la chapelle du collège Père-au-Pierre de Cotonou. L'association Glamour Club a démarré ses activités avec 12 personnes au départ. Elle compte aujourd'hui 60 membres. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAC) a procédé ce lundi 22 mars 2021 au tirage au sort des passages des candidats à la prochaine présidentielle dans les organes de presse dans le cadre de leur campagne électorale. Une cérémonie présidée par la première autorité de l'institution, Rémi Prosper Moretti, en présence des candidats ou leurs représentants. Compte rendu, Samson Boko, Jean-Baptiste Boko. Les duos candidats à la présidentielle du 11 avril prochain sont désormais fixés sur leur ordre de passage dans les organes de presse retenus dans le cadre de la campagne médiatique. C'est à travers une cérémonie de tirage au sort de l'ordre de passage des émissions Parole aux candidats et Moi Président. C'est une initiative de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. À l'entame de la cérémonie, le président de cette institution, Rémi Prosper Moretti, a rappelé les dispositions légales qui exigent la tenue du présent événement. Nous avons pris notre décision de réglementation
de la campagne médiatique. Dans cette décision, l'article 9 dit « La haute autorité de l'audiovisuel de la communication réunit les duos présidents et vice-présidents candidats ou leurs représentants dûment mandatés pour porter à leur connaissance les dispositions prises, notamment, premier point, le tirage au sort en séance publique des ordres de passage des interventions dans les médias retenus pour la campagne médiatique. Deuxième point, la signature du pacte de bonne conduite. Les résultats des tirages au sort sont publiés par voie de presse. Après le tirage, l'ordre du passage dans les médias des candidats se présente comme suit. 1. Le duo Souman Humpé. 2. Le duo Talon Talata. Et puis 3. Le duo Kowe Agossa. Pour le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, l'accès aux médias lors des campagnes électorales est une lourde responsabilité dont les candidats et leurs partisans doivent prendre conscience. Avoir accès aux médias de service public et aux médias privés pendant la campagne électorale, c'est un honneur. Mais c'est aussi une grande responsabilité. Et nous vous prions de bien vouloir honorer aussi le peuple qui vous permet, via la HAC, d'avoir accès à ces médias. À l'issue de cette cérémonie, les représentants des différents duos candidats ont procédé à la signature de pactes de bonne conduite durant cette période électorale. Rappelons que la période de campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril 2021 démarre le 26 mars prochain. À la cérémonie, les candidats ou leurs représentants présents ont pris l'engagement de dérouler leur campagne dans le strict respect des textes de la République. Ils n'ont pas aussi manqué de formuler des doléances à la haute autorité. On écoute un extrait de leurs propos au micro de Samson Oké et de Jean-Baptiste Boko. Tout se passe bien, et surtout en ce qui concerne la campagne médiatique. Nous allons faire en sorte que cela ne connaissent pas, bien sûr, de couac. Nous demandons surtout à la HAC aussi de veiller à ce que l'équilibre soit respecté au niveau des médias du secteur privé. Notre duo s'engage dans ce jeu électoral à respecter les uns et les autres, à faire en sorte que la présidentielle se passe dans les conditions requises, dans le respect mutuel, le respect des différences. Nous prenons cet engagement et nous en ferons une réalité pour le bien-être de notre pays. Nous souhaiterions que très vite la HAC envoie aux partis politiques et aux représentants le planning pour nous permettre de prendre les dispositions conséquentes. Et nous souhaiterions vivement que les différents médias retenus puissent accorder l'accueil qu'il faut aux candidats, puissent prendre en complicité avec la HAC les dispositions nécessaires pour que les candidats ou leurs représentants n'aillent pas se perdre sur les sites. La Commission électorale nationale autonome a rendu public le bulletin unique de la présidentielle d'avril 2021. C'était ce lundi 22 mars 2021 dans l'enceinte de la dite institution en présence des candidats ou leurs représentants. Les détails, c'est avec Carole Olaye et Jean-Baptiste Boucon. Voici ce à quoi ressemble le spécimen ou le bulletin unique sur lequel chaque Béninois en âge de voter le 11 avril prochain fera son choix. Les membres de la Sénat, au cours d'une séance de travail ce lundi, l'ont rendu public en présence des candidats ou de leurs représentants.
Sur le bulletin unique, on retrouve les 3 duos candidats au poste de président et de vice-président, conformément à l'ordre du tirage effectué précédemment par la Sénat. Toutefois, des observations ont été apportées par les candidats ou leurs représentants. Quand j'étais venu tirer, c'était perpendiculaire, comme ça. Donc, c'était comme ça, comme ça, comme ça. D'accord. Maintenant, j'ai vu que vous avez mis ça de façon horizontale. Bon, pour certains, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. C'est vrai que notre représentant a validé. Bon, je n'y peux rien. J'assume. Au nom du duo Talon Talata, je voudrais remercier la Sénat pour le travail accompli jusque-là pour maintenir le processus électoral et nous accompagner le 11 avril donc aux élections. Et ce que j'ai constaté tout à l'heure sur les spécimens, je pense que la Sénat a pris en compte nos observations. Je pense que nous avons un spécimen et que lentement mais sûrement nous avançons dans le processus électoral et nous avançons vers le 11 avril. Et nous voulons souhaiter avancer dans la concorde, dans la fraternité, dans la paix. Des observations prises en compte par la Commission électorale nationale autonome Sénat, mais qui n'empêchent pas les électeurs de reconnaître leurs candidats dans l'isoloir le 11 avril prochain. Au Yémen, les rebelles houthis refusent d'accepter un cessez-le-feu proposé par l'Arabie saoudite. Depuis plus de 6 ans, les combats perdus dans la région. Début février, les rebelles houthis soutenus par l'Iran multiplient les frappes aériennes contre Riyad. Suivez le reportage. Le son assourdissant des canons ne semble pas près de s'arrêter au Yémen. En proie à l'un des plus importants conflits de la planète, ce pays du sud de la péninsule arabique voit s'opposer depuis près de 6 ans les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, au gouvernement yéménite dont l'Arabie saoudite est le principal allié. Lundi, Riyad a proposé une cessation des hostilités à ses opposants. L'Arabie saoudite annonce une initiative visant à mettre fin à la crise yéménite et à parvenir à une résolution politique globale qui comprend un cessez-le-feu dans tout le pays sous la supervision des Nations Unies et le dépôt des taxes et des recettes douanières des navires transportant des dérivés du pétrole vers le port d'Hodeïda sur le compte commun de la Banque centrale du Yémen à Hodeïda, conformément à l'accord de Stockholm sur Hodeïda, la réouverture de l'aéroport international de Sanaa à un certain nombre de destinations régionales et internationales directes. Une initiative qui intervient alors que les combats reprennent en intensité depuis début février. Les rebelles houthis cherchent à s'emparer de la ville de Marib, dernier bastion du gouvernement dans le nord du pays, à 120 km de la capitale, Sanaa. Une proposition de trêve immédiatement rejetée par les dirigeants houthis. L'Arabie saoudite doit annoncer la fin de l'agression et lever complètement le blocus sur le Yémen, car mettre en avant des idées discutées depuis plus d'1 an n'a rien de nouveau. Samedi, la coalition menée par l'Arabie saoudite a annoncé avoir lancé une série de frappes aériennes sur des positions houthis. Une action en représailles à l'attaque d'une raffinerie de pétrole près de la capitale saoudienne. Face à ce conflit, la communauté internationale semble impuissante. Selon plusieurs ONG, la crise yéménite aurait fait plusieurs dizaines de milliers de morts et des millions de réfugiés. Les États-Unis et l'Europe imposent de nouvelles sanctions contre les responsables impliqués dans le coup d'État en Birmanie. Et c'est une réponse aux violences exercées contre les manifestants ces derniers mois. Plus de 2500 personnes arrêtées et quelques 250 tuées pour avoir dénoncé le putsch militaire. Les manifestations se poursuivent. Se battre pour la démocratie, le visage de l'icône Aung San Suu Kyi sur les t-shirts des milliers de manifestants et manifestantes birmans. Un mot d'ordre, se libérer de l'oppression de la junte militaire. Depuis 1 mois et demi, les défilés se multiplient en voiture, à moto ou à pied dans tout le pays. Nous allons leur faire savoir aux militaires à quel point nous ne sommes pas d'accord avec eux. Nous ne voulons pas d'eux, nous ne les accepterons pas et nous les détestons énormément. Ce n'est pas vrai que Rangoon est fini et que la ville ne voit plus de manifestations. Nous voyons encore des manifestations ici tous les jours. Une armée présente dans les rues des grandes villes du pays entre répression et intimidation.
Selon l'association d'assistance aux prisonniers politiques, près de 250 civils ont été tués depuis le coup d'État du 1er février. Des chiffres devenus très alarmants pour l'Union européenne. Dans le cas de la Birmanie, nous allons prendre des sanctions contre 11 personnes impliquées dans le coup d'État et dans la répression des manifestants. Le chef de la junte militaire dans l'œil du cyclone des 27, ainsi que 9 des plus hauts gradés des forces armées et le président de la commission électorale. Ces derniers ont interdiction de se rendre au sein de l'UE, leurs avoirs européens sont gelés. Des sanctions liées aux dernières décisions de l'armée birmane qui a décrété notamment la loi martiale dans 6 cantons de l'agglomération de la capitale économique, Rangoon. La junte donne le pouvoir administratif et judiciaire de la loi martiale au commandant régional de Rangoon afin qu'il l'exerce dans ses communes, afin d'assurer la sécurité, de maintenir l'état de droit et la tranquillité plus efficacement. L'Indonésie et la Malaisie, membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est et fidèles habituellement au principe de non-ingérence, ont appelé à une réunion de crise des 10 pays de l'ASEAN pour discuter du dossier birman. La Chine est également visée par les sanctions américaines et européennes dans le dossier des Ouïghours. Dans ce bras de fer diplomatique, l'ambassadeur de Chine en France a été convoqué pour des propos jugés insultants. Suivez. Lu Shai, ambassadeur de Chine en France, est convoqué ce mardi au Quai d'Orsay. Une injonction au terme d'une journée de friction entre Pékin et les pays occidentaux sur le dossier épineux des Ouïghours. L'Union européenne, le Canada, le Royaume-Uni ainsi que les États-Unis ont adopté ce lundi des sanctions contre différents dirigeants chinois du Xinjiang, la province du nord-ouest de la Chine, en majorité peuplée par cette minorité musulmane. En représailles, Pékin s'en prend à 10 responsables européens, parmi lesquels l'eurodéputé Raphaël Glucksmann. L'Union européenne a imposé des sanctions unilatérales contre des personnes et entités chinoises le 22 mars, invoquant la soi-disant problématique des droits de l'homme au Xinjiang. Cette décision, basée sur rien d'autre que des mensonges et de la désinformation, ne tient pas compte et déforme les faits et interfère grossièrement dans les affaires intérieures de la Chine. La partie chinoise décide de sanctionner ces 10 personnes et 4 entités de l'Union européenne qui portent gravement atteinte à la souveraineté et aux intérêts de la Chine et répandent de manière malveillante des mensonges et de la désinformation. Entre la France et la Chine, la confrontation diplomatique est montée d'un cran dès vendredi, en cause des propos jugés inadmissibles tenus la veille par l'ambassadeur à l'égard d'un chercheur français, jugé trop critique envers Pékin sur le dossier taïwanais. Face à ces insultes, des experts en géopolitique ainsi que des parlementaires ont pris la défense du chercheur, amenant le ministre français des Affaires étrangères à réagir, toujours sur Twitter. Dans nos relations avec la Chine, il n'y a pas de place pour les insultes et les tentatives d'intimidation contre les élus de la République et des chercheurs. Nous défendons ceux qui incarnent la liberté d'expression et la démocratie, toujours et partout. L'ambassade de Chine en France est coutumière de ces piques à l'encontre des détracteurs de Pékin. Lu Shai avait déjà été convoqué par le ministère des Affaires étrangères en avril 2020 après des écrits jugés déplacés. Le message de la Chine en France désormais est clair. L'époque où la Chine encaissait sans riposter est bel et bien révolue. C'est ici que se referme ce journal. Madame, Monsieur, si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.